Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Vous savez que les Romains, peuple d'administrateurs et de juristes, avaient coutume de dire une chose très juste et très dure en même temps. Dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et aucune autre considération, fût-elle humaine, politique, culturelle ou sociologique, ne pouvait infléchir les décisions. Est-ce une situation analogue que nous trouvons avec l'affaire du club privé 357C mise au jour lors de la commission Charbonneau? Et par ailleurs, est-ce qu'on crierait trop facilement à une corruption des élites politiques ou autres, ce qui occasionnerait une atmosphère de paranoïa? Mathieu Bocoté nous livre ses réflexions à ce sujet. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors revenons un petit peu à ce qui s'est passé sur le club 357C. Donc, il y a tout un émoi autour de la question. Oui, ben c'est le club de 357C, pour ceux qui ne le savent toujours pas, c'est un club privé à Montréal où se rencontrent les élites économiques, financières, culturelles, artistiques à l'occasion et politiques. Donc, un de ces endroits finalement où se rencontrent les puissants, pour le dire à l'ancienne. Et dans le cadre de la commission Charbonneau, on a appris donc que non seulement certains hommes politiques se tenaient là, d'ailleurs, de tous les partis, mais aussi, par ailleurs, certains mafieux et ainsi de suite. Et tout de suite, on a lancé, c'est quand l'opinion publique se met à faire des liens, comme on dit quelquefois, oui. Donc c'est lancé une espèce de rumeur dans l'espace public, c'est tous ces gens, tous ces puissants, finalement, ce sont des corrompus, ils se fréquentent entre eux, ils sont en vérité tous des corrompus parce qu'ils fréquentent les mêmes lieux, donc la puissance est soupçonnée, ou tout le moins le fait d'appartenir à l'élite, nous amène à être soupçonnés immédiatement de corruption d'une manière ou de l'autre. Est-ce que les médias ont joué un peu là-dedans aussi ou pas? Ah ben bien évidemment, il faut dire les médias aujourd'hui, et je le dis tout en y participant, sont à la recherche perpétuelle d'histoire et n'hésitent pas à faire je dirais à entretenir quelques rumeurs, peu importe le sujet d'ailleurs et peu importe les médias, pour ensuite le corriger et ainsi de suite. Alors, c'est une part du système médiatique contemporain. Je dirais surtout c'est moins de la mauvaise foi que le problème de l'instant présent. Okay. C'est-à-dire les médias fonctionnent aujourd'hui dans une logique de l'immédiateté, du 24 heures et tout ça. Donc qu'est-ce que de l'immédiateté? Donc on prend l'événement et tout de suite il circule et on prend pas toujours le temps de l'analyser, de réfléchir, de prendre la distance qu'il faudrait pour bien le comprendre. Donc il y a cet élément-là. Mais sur le fond des choses, oui. Ce qu'a révélé l'affaire du 357C, je crois, c'est le rapport trouble qu'ont les Québécois envers leurs élites politiques. Cette espèce de volonté de traiter les hommes politiques non seulement comme des corrompus de manière permanente, mais surtout la volonté d'humilier la classe politique et de ne pas tolérer d'aucune manière les signes de la puissance, la majesté des institutions et quelques luxes, j'écris le mot entre guillemets, associés aux responsabilités politiques. Il y a quand même une chose, Mathieu Bocoté, l'actualité récente a dévoilé pas mal d'histoires pas très drôles, pas très reluisantes pour la classe politique dirigeante ou entrepreneuriale. Ah, ça, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'il y ait des corrompus en politique, qu'il y ait des gens qui se graissent la patte, des gens qui profitent de leur fonction oui. pour s'en mettre plein les poches, selon la formule classique. Alors ça, c'est un problème et il faut le dénoncer sévèrement. Mais j'ai l'impression que derrière ça, il y a pourquoi la pulsion est aussi vive en ce moment, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui joue avec dans cette crise en ce moment, et c'est le vieux mépris des Québécois envers les élites. Et je donne deux exemples, en fait. Oui. Le premier, c'est 1994-95. Quand Jacques Parizeau, chef du Parti québécois et nouvellement premier ministre, veut une résidence de fonction pour le premier ministre du Québec. Donc, il dit le premier ministre du Québec aura une résidence de fonction. Et rappelez-vous le nom qu'on donne à l'époque à ça, à cause du nom de l'épouse de Jacques Parizeau, Lisette Lapointe, on appelle ça l'Élysée. Et ensuite, on dénonce le fait que le premier ministre a une résidence de fonction. Oui. Et on va dénoncer le fait qu'il veuille se faire payer des meubles par les contribuables, qu'il veuille se faire payer des grands repas par les contribuables. Autrement dit, on va dénoncer le simple fait que le premier ministre ait une résidence appropriée à sa fonction. De la même manière, deuxième exemple, il y a eu toute la controverse autour d'André Boisclair ces jours-ci. Effectivement, il y avait beaucoup de confusion, c'est-à-dire d'un côté, il y a le traitement qui devait lui être réservé comme délégué du Québec à New York, et de l'autre, le truc la permanence de la fonction publique. Donc, c'est deux problèmes distincts qu'il faut distinguer vraiment. Mais je note que plusieurs ont dénoncé dans le simple fait qu'il soit à New York. On dit, il va avoir une cuisinière, il va avoir un appartement de fonction, il va avoir un énorme salaire là-bas. Et là, autrement dit,
si on tolère à Ottawa une fonction publique diplomatique, une diplomatie tout à fait installée dans des privilèges souvent aristocratiques, de nos délégués généraux au Québec, on souhaiterait qu'ils vivent dans le dénuement et on n'accepte pas qu'il y ait, je dirais, certains privilèges liés à certaines fonctions. À condition, Mathieu, à condition qu'ils fassent bien leur travail. Vous qui êtes très critique du gros machin de l'ONU, c'est bourré de gens qui ont des gros salaires, des appartements de fonction, etc., et qui font pas vraiment avancer les choses. Ah ben, ça, je suis d'accord. Le premier, c'est ce que je disais dans ma chronique de mercredi dans le Journal de Montréal, quand je disais de la chose qu'on doit véritablement espérer des hommes politiques, c'est qu'ils fassent le travail. Oui. Qu'ils fassent le travail véritablement, qu'ils soient à la hauteur des circonstances, qu'ils soient à la hauteur de leurs tâches. Ça, c'est fondamental. Mais je dirais qu'on désire ensuite dépouiller les institutions de tous leurs attributs et dépouiller les institutions de toute leur grandeur et finalement vouloir, c'est ce que je dis méchamment quelquefois en disant qu'on voudrait que les délégations québécoises dorment à l'étranger dans le Comforton de la 3e couronne. Hein? On voudrait qu'ils mangent au Pacini. On voudrait qu'ils mangent à la Casa Grecque lorsqu'ils sont ici. On voudrait finalement que les institutions ne soient plus capables de soutenir un certain rang. Et là, je ne défends pas ici, qu'on me comprenne bien, le luxe dans lequel pourraient se vautrer les politiciens. J'ai aucune sympathie particulière pour ceux qui abusent de leurs fonctions. Mais à un moment donné, si on n'accepte pas l'idée que nos institutions viennent avec un certain mode de vie, une certaine aisance qui permet de gouverner, qui permet aussi de parler à égal à d'autres élites qui ne sont pas politiques, eh bien, on va se retrouver avec une classe politique qui ne peut attirer personne qui a véritablement du talent ou qui n'est pas déjà très riche et qui peut se consacrer à la chose publique sans aucune considération. Mathieu, j'ai un contre-exemple pour vous. C'est la Norvège. Tout l'appareil, les ministres et tout ce qui compte là-bas, voyagent en 2e classe. Je veux dire, on prend la bicyclette, on marche, les bureaux. J'avais vu un reportage à la télévision une fois sur le ministre du Revenu je crois. C'était un bureau Ikea. Enfin, il sortait à pied avec un sac à dos. Il allait chercher ses enfants à la garderie. Enfin, c'était monsieur comme tout le monde. Oui, je vous confesserai que je n'ai pas une sympathie exagérée pour un tel modèle. C'est-à-dire, ce sont les limites de l'égalitarisme, je crois. Parce que lorsqu'on a une société qui ne veut pas reconnaître une certaine majesté à ses institutions, eh bien, c'est une société qui ne croira plus tout simplement à ses institutions. Et je donnais dans mon article d'hier l'exemple de l'architecture publique. L'architecture publique qui me semble le bon exemple de notre rapport aux institutions. Oui. Aujourd'hui, auparavant, parce qu'il y a véritablement un auparavant et un aujourd'hui à ce sujet, auparavant, dis-je, on avait l'idée de s'inscrire dans la durée. Les monuments publics devaient répondre à des critères de beauté. Ils devaient répondre à des critères d'esthétique. Ils devaient correspondre à des critères de grandeur même. Ils devaient en imposer. Aujourd'hui, toute considération, toute volonté, par exemple, de bâtir quelque chose qui s'inscrit sous une certaine esthétique, on dira que ce sont des dépenses inconsidérées de l'argent des payeurs de taxes. Et inversement, on ne construit que des bâtiments administratifs rapidement périssables, sans grandeur, sans majesté. Eh bien, à travers ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on n'est plus capable de visualiser la grandeur de l'État, on n'est plus capable de visualiser la grandeur du politique, nous ne sommes plus capables d'apercevoir dans notre quotidien ces institutions qui nous transcendent. Mathieu... Donc, ce n'est pas qu'une petite question d'argent, de dépenses et de salaire. C'est tout notre rapport aux institutions qui se joue à travers cette espèce de populisme fiscal qui consiste à croire que toutes les institutions, c'est le signe d'un État kleptomane qui vit au détriment des citoyens, des contribuables. J'ai une foule de questions à vous poser, Mathieu. Malheureusement, il faut que j'en choisisse une. Est-ce que, je reviens à la Norvège et à ce que vous pensez de la fonction régalienne, du côté somptuaire de la fonction ministérielle et tout ça. Est-ce que il n'y a pas un conflit religieux en dessous entre catholiques et protestants, le catholique préférant le panache et le protestant étant beaucoup plus austère et pas de prête ses sous, mais dans la gestion quotidienne des sous? Oui, je crois qu'il y a le rapport presque à l'institution, c'est-à-dire ce qu'on a souvent reproché chez certains protestants de l'Église, c'est son faste. C'est-à-dire, on reproche à Rome de ne pas être fidèle à l'appel au dénuement qu'on retrouverait dans les évangiles et ainsi de suite dans la Bible. Donc oui, ça c'est une espèce de vieille controverse qui se reproduit politiquement. Le rapport culturel, politique et presque religieux aux institutions et aux fastes liées aux élites, il y a sans aucun doute qu'il y a une vieille querelle pré-politique à l'intérieur de ça. Mais je reviendrai, cela dit, il y aurait des nuances à faire parce que l'esprit américain, qui est un esprit très protestant, notons-le, oui, mais qui est traversé par l'idéal aussi du républicanisme antique. Il ne faut pas l'oublier. Eh bien, dans l'Est américain, quand on regarde Washington, quand on regarde le sens d'une certaine grandeur américaine, leur sens de la grandeur, ils le trouvent justement dans des idéaux puisés même quelquefois dans l'Antiquité et qui ont été reproduits dans la fondation des États-Unis.
Au Québec, je me demande quelquefois où pourrait se loger cette volonté ou ce désir de grandeur si on le trouvait. Il y aurait évidemment dans notre héritage catholique, mais nous n'en voulons plus. Je note une chose toutefois, les seuls beaux bâtiments que nous avons construits à travers notre histoire, par nous-mêmes, je ne parle pas des bâtiments militaires anglais, eh bien ce sont souvent des églises. Donc un certain sens de la transcendance, un certain sens de la grandeur nous amenait à créer des choses qui étaient belles. Eh bien de la même manière, je dirais qu'une certaine transcendance politique devrait nous amener à comprendre qu'il faut s'inscrire, qu'il faut donc penser l'espace public sous le signe d'une certaine esthétique, qu'il faut conséquemment aussi s'assurer que la classe politique soit à la hauteur de ses fonctions. Ensuite vient un deuxième critère, on verra un premier critère qui vient équilibrer l'autre, est-ce que les hommes politiques sont capables d'être à la hauteur de la tâche qui est la leur? S'ils ne sont pas à la hauteur de la tâche qui est la leur, il faut être intraitable envers eux. Mais si inversement on décide de traiter leur vie sous le principe de la transparence intégrale, de la transparence absolue, de vérifier chacune de leurs rencontres, de vérifier si sur je ne sais quel compte de dépenses ils ont acheté un paquet de gomme sans s'en rendre compte au dépanneur et ainsi de suite, si on décide de considérer nos hommes politiques perpétuellement comme des malfrats qu'on devrait soumettre au regard de l'inspecteur et du détective, eh bien la classe politique elle-même ne sera plus à la hauteur des missions qu'on attend d'elle. Mathieu, je reviens à un concept, un thème que vous avez utilisé, la grandeur dans l'architecture, la grandeur de la fonction, etc. Est-ce qu'au Québec, on ne confond pas grandeur et grandiosité plutôt? Ah ben oui, ça je crois, mais c'est le propre d'une nation justement qui a un sens de la grandeur qui est approximatif. Quelquefois, on croit que si c'est gros, si c'est étalé, alors c'est beau. Et on oublie le fait que l'esthétique n'est pas une notion abstraite. L'esthétique prend forme à travers une tradition. Il y a une esthétique catholique, à l'intérieur de l'esthétique catholique, on pourrait le voir à travers les différents styles d'église. Donc l'esthétique s'incarne dans une tradition, tout comme elle s'incarne dans différentes traditions politiques. Le républicanisme comme esthétique politique, c'est tout à fait singulier, qui est très différent de l'esthétique britannique. Donc ça, vous devrez le noter. Or, je me demande à partir de quelle tradition sommes-nous capables d'appréhender la grandeur au Québec. Et je crois que ça pose tout notre rapport, je le redis, à la culture, à la tradition, à la durée, à l'histoire, à la transcendance politique. Il y a tout un rapport aux politiques qui se révèle à travers notre rapport trouble aux élites, notre rapport trouble aux institutions. Moi j'ai une solution, mais je ne sais pas la vôtre, certainement pas. Replonger dans les racines amérindiennes qui, elles, avaient un sens épique. Il y avait un sens de l'espace, de la conquête, pas de la conquête, mais un sens du grand, pas de la grandeur à l'européenne, mais il y a quand même un sens du grand. Et on pourrait pas un peu pomper là-dedans? Je vous avouerai que sur ces questions, vous avez une érudition amérindienne plus grande que la mienne. Je ne conteste pas le fait qu'il y a une part amérindienne dans l'identité québécoise et tout ça, mais me semble-t-il que pour mille et une raisons, notre tradition politique, notre tradition culturelle puise davantage dans la vieille Europe et s'est recréée au Québec selon notre propre singularité. Oui. Donc me semble-t-il, et j'en reviens à cette idée, nous avions deux traditions, deux pôles à partir desquels penser cette esthétique québécoise. Il y avait une esthétique catholique, il y avait une esthétique britannique. Les deux se sont rencontrés pour donner ce qu'a été le Québec pendant quelques siècles. Aujourd'hui, on devrait se demander, sommes-nous encore capables de penser les institutions, je dirais la distance nécessaire aux institutions, la distance, donc les institutions qui peuvent être magnifiées minimalement, qui doivent avoir une certaine majesté, et on en revient donc aux hommes politiques, sont-ils capables eux-mêmes d'incarner cette grandeur? Et c'est à ce moment qu'on doit être capable de penser à la fois à la grandeur des institutions et le sens de l'austérité. Pensez au général de Gaulle, qui avait un sens de l'austérité incroyable dans sa vie privée, mais qui au même moment souhaitait que l'État soit fidèle à sa grandeur, pour le dire ainsi. Je crois que Lucien Bouchard a eu une semblable considération lorsqu'il était Premier ministre. Eh bien, comment peut-on aujourd'hui tenir ensemble cette espèce d'austérité raisonnable qu'on peut souhaiter de la part des hommes politiques, et de l'autre côté, le fait qu'ils évoluent dans un monde qui est celui non pas de la pureté, mais de la puissance, du pouvoir, des institutions, des rapports de force, et que pour cela, ils doivent être capables de jouer ce jeu. Donc, faut voir, autrement dit, comment derrière les débats actuels, puis on vous appelait ça des débats sur comment traite-t-on nos politiciens, est-ce qu'ils ont trop d'argent, est-ce qu'ils ont des trop bonnes conditions et tout ça, il y a des questions culturelles plus fondamentales qui se dévoilent. Effectivement, deux pôles anglais et français, et moi je rajoute un troisième amérindien qu'on va creuser dans les années à venir, vous et moi, Mathieu, que vous le vouliez ou non. Ah, avec grand plaisir. J'avais dit en introduction, dur alex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi, disaient les Romains anciens. Est-ce que, en plus de ce dont vous parlez aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore
la question suivante. Est-ce que trop de corruption pourrait engendrer trop de justice, comme un antidote, mais aussi exagéré que ce qu'elle veut corriger? Je crois. C'est-à-dire, on oublie que l'homme est ce qu'il est. C'est-à-dire, l'homme est corruptible. Et de bonnes lois sont nécessaires pour encadrer ses passions et pour les canaliser, pour les réguler. Mais à partir du moment où on croit qu'on va résoudre le problème de la corruptibilité morale de l'homme par un surplus de lois, sous le signe de la transparence absolue, eh bien, on risque de créer finalement surtout de l'impuissance. C'est paradoxal, mais à vouloir toujours baliser exagérément le politique et à voir dans toute manifestation du politique le signe de l'arbitraire et dans toute forme d'ambiguïté le signe d'une corruption à condamner, eh bien, on a de la difficulté à comprendre, je crois, les ressorts de la moralité chez l'homme, les ressorts du sens moral et aussi les exigences propres du pouvoir. Donc, on en revient, et ça, vous avez tout à fait raison là-dessus, la multiplication des règlements, des lois pour limiter la corruption risque à terme de multiplier les effets pervers. Mais ça, les effets pervers générés par les excès de bonnes intentions, on connaît ça. Mathieu Bock-Côté, je fais appel à votre culture générale qui est vaste. Qui a dit ça? Ce qui est soutenu, ce qui doit être soutenu, c'est ce qui tombe. Est-ce que c'est Montesquieu au XVIIIe siècle ou quelqu'un d'autre, ou Tocqueville? Mon Dieu, je ne saurais vous dire, mais c'est une excellente formule. Je me souviens toutefois d'une formule inverse de Reagan qui disait ce qui tombe, il faut le laisser tomber parce qu'il ne faut pas chercher à maintenir artificiellement en vie les institutions et tout ça. Et c'est assez intéressant ce contraste finalement, c'est-à-dire le vieux républicanisme classique qui traverse la pensée de Montesquieu, de Tocqueville et de plusieurs autres. Il y a cette idée justement que les institutions doivent relever la patte humaine, alors que j'ai l'impression que dans un certain libéralisme contemporain, on se dit, il faut se coller à la nature humaine dans sa médiocrité quelquefois, laisser tomber ce qui tombe, laisser monter ce qui monte et oublier le souci politique du monde commun. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, le grand homme politique français mort en 1838, à l'âge de 84 ans, je crois, avait dit une chose très, très drôle et peut-être très juste aussi. Appuyons-nous fermement sur les principes, ils finiront bien par céder. La formule n'est pas mauvaise, mais du point de vue de Talleyrand, c'est ce qu'on pourrait appeler Talleyrand qui a traduit Machiavel dans la politique réelle. On oublie quelquefois là-dessus. Machiavel était très mauvais pour appliquer ses propres principes, alors que Talleyrand en était l'exemple même. Eh bien, quelquefois, il ne faut jamais oublier que ceux qui se réclament des plus grands principes peuvent porter de plus basses intentions. Mathieu Bock-Côté, vous faites partie de l'élite intellectuelle, dans les médias et par vos écrits aussi au Québec. Avez-vous été au Club 357C ou c'est une question bien indiscrète? C'est une question bien indiscrète et je suis allé au Club 357C lorsqu'on m'y a invité à quelques reprises, mais je ne croyais pas défendre particulièrement ma condition en confessant ces quelques visites. Vous n'avez pas acheté un coke à leurs frais ou une boîte de gomme quelque part? Spontanément, la décence et le bon goût font en sorte qu'on ne commande pas un diète coke au 357C, je crois, mais peut-être en serve-t-il si on le demande à tout prix. Un diète champagne peut-être. Ce serait pas de mauvaise idée. On oublie aussi que le Club 357C, il appartient à Daniel Langlois. C'est pas n'importe qui, ça. Ah non, absolument, mais ça, il y a, je crois, c'est une réussite québécoise. Hein. Il ne faut pas il faut pas s'approprier collectivement les succès individuels, mais Langlois avait cette idée justement d'un lieu d'élite, je crois. Oui. Faut utiliser le mot comme tel. Il y avait l'idée d'un lieu d'élite pour le Québec. Et je crois qu'il avait réussi son coup. Et jeter le soupçon de la corruption sur ce club qui a réussi son coup par ailleurs, parce que certains esprits je dirais certaines personnes de mauvaise réputation s'y sont rendus, ça nous ramène à ce problème initial dont je parlais, c'est-à-dire au Québec, nous avons une inquiétude envers la puissance, envers le pouvoir, envers la force, envers les élites, et dès que quelqu'un appartient à l'élite, on le croit spontanément corrompu ou corruptible. Oui. Donc on se dit, le simple fait d'appartenir à un tel lieu nous rend coupables d'une certaine manière. Alors imaginez en plus s'il y a des vrais coupables qui se tiennent là, et c'est le réflexe du tous pourri, c'est le réflexe du tous coupable, c'est cette idée finalement que tous ceux qui sont là sont condamnables. Les Québécois ont un rapport trouble à la puissance, comme si celui qui avait trop de puissance, de pouvoir, de capacité d'action collective ou individuelle était louche et n'appartenait plus à la condition commune. Je crois qu'un des signes de la maturité québécoise, ce sera lorsqu'on acceptera le fait qu'on a des élites. Ça ne veut pas dire que les élites ont plus de droits, ça veut souvent dire qu'elles ont plus de responsabilités, mais ça vient quelquefois avec une condition qui n'est pas celle de tous les jours. Tous pourris, tous pour un et 50%, hein? Ah, mais il y a cette espèce d'idée étrange au Québec, c'est-à-dire
ce qui dépasse doit être coupé. Et j'ai pas l'impression que c'est le meilleur trait de notre psychologie nationale. Un club d'élite, comment écrivez-vous d'élite, avec apostrophe ou sans apostrophe? Avec un apostrophe, bien sûr. Ah, ok, parce qu'autrement, le club peut déliter les mœurs politiques des gens. Oui, j'ai bien compris. Bon. C'est un club avec apostrophe, je crois. Et il va falloir un jour se réapproprier ce beau mot élite au Québec. Hein. Il passe très mal. Hein. Ça a donné des très mauvais résultats en éducation. Ça a donné des mauvais résultats souvent dans les arts et lettres. Oui. Ça a donné de mauvais résultats même dans notre rapport aux politiques. Mais on devra se réconcilier avec cette notion d'élite, tout en comprenant que les élites démocratiques ne peuvent plus fonctionner selon les privilèges exagérés des élites aristocratiques d'hier. Et nous devrons nous réconcilier avec cette notion d'élite tout en cherchant à la modérer par un sens démocratique exemplaire. Si ça peut vous rassurer, Mathieu, pour finir, les Canadiens anglais disent la même chose de leurs propres élites, alors on n'est pas les seuls à se plaindre de cette situation ici. Ah non, c'est de ce point de vue, la comparaison est toujours consolatrice. Très bien. Mathieu, merci beaucoup. C'est un grand plaisir.